Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, ce soir, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter Vlada. Bonsoir Vlada. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ravie aussi d'être parmi vous. Super, donc Vlada qui vient ce soir pour nous parler d'art-thérapie, De sa passion. l'art-thérapie et surtout de l'art de faire sa propre thérapie. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu l'art-thérapie, l'art-coaching. On va passer un merveilleux moment ensemble, j'en suis certaine, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et d'ailleurs, avant, merci Marie-Hélène. Et avant de Oui. commencer la présentation et de me présenter, j'aimerais aussi connaître un petit peu l'audience et qui est de l'autre côté de l'écran. Donc là, on a un chat box. Alors, j'aimerais savoir qui est là, s'il y a des artistes par ici ou des thérapeutes ou des musiciens, des ingénieurs peut-être, des médecins. J'aimerais savoir quels sont vos domaines d'activité. Ça serait intéressant pour moi. Donc, n'hésitez pas de l'écrire dans le chat box. J'aimerais vraiment connaître le métier et vos centres d'intérêt avant de vous parler de l'art-thérapie et de l'art de faire sa propre thérapie. Alors, je vois personne pour l'instant. Personne n'ose pas. Osez. Ça Osez, osez. restera entre nous. Magicien. Oh, super. OK, on a un magicien. Qui d'autre? Je sais qu'on a une personne qui est très intéressée par l'art. Oui, Après, je la laisse se dévoiler elle-même. oui. Mais je sais que Zina est très sensible à tout ça. Ne Voilà, soyez elle est chanteuse, Chanteuse, musicienne. musicienne, pédagogue, formatrice, enchantée, assistante maternelle, génial. Expert en yoga du rire, super, super, très intéressant. Alors, vous voyez, l'art touche à tous les domaines, à tous les âges et à toutes les cultures. Alors, pour ne pas prendre trop de votre temps à me présenter, car j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à vous faire partager aujourd'hui. Et puis, mon parcours professionnel, il est assez long, international et polyvalent. Alors, je vous invite à jeter un œil sur mon site web vladaodo.com. Mais très rapidement, pour me remettre un petit peu dans le contexte, je suis diplômée en management des arts et en marketing international à Budapest, avec un master en médiation culturelle et sociologie à Paris, avec de nombreuses années d'expérience dans l'événementiel et les médiations artistiques auprès d'un large public, des enfants, des adultes, des seniors. Et depuis voilà 2 ans, je me suis orientée vers les thérapies brèves. Donc, j'ai suivi plusieurs formations en coaching PNL, en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et en art-thérapie. Je fais aussi de l'accompagnement en bilan de compétences. Mais voilà, l'art-thérapie étant ma véritable passion, je vais vous en parler, vous ouvrir des parenthèses aujourd'hui afin de mettre la créativité au profit du soin et du développement personnel. Alors, mon champ d'accompagnement, il est assez vaste. J'interviens dans des EHPAD, hôpitaux, au cabinet, des centres d'accueil. J'accompagne des personnes où je combine en fait les outils de programmation neurolinguistique, d'hypnose ericksonienne et en art-thérapie pour un suivi thérapeutique personnalisé. Donc, voilà un petit peu qui je suis. Et aujourd'hui, au menu, on a des sujets très intéressants. Je vais vous parler de l'impact de l'art sur notre santé. Je vais vous présenter ce cocktail biochimique extraordinaire qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau quand on interagit avec l'art. Je vais vous présenter l'art comme porte-parole de la souffrance pour vous ouvrir une petite parenthèse en histoire de l'art vers l'art qui guérit, donc de l'art brut, comment on est arrivé de l'art brut à l'art-thérapie, pour aussi comprendre quelle est la différence entre un atelier d'art versus l'art-thérapie ou l'art-coaching. Et vous allez voir, heureusement, on a de plus en plus de reconnaissance institutionnelle aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer cette naissance d'art-thérapie et son mot d'emploi. Super.
Voilà, vous êtes prêts? On est prêt. Allez, on y va. Alors, l'impact de l'art sur notre corps. C'est un petit peu tard, je trouve. C'est en novembre 2019, mais quand même. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport qui a affirmé pour la première fois l'impact bénéfique de l'art sur notre santé physique et mentale. Et ce rapport, il repose sur 900 articles scientifiques et stipule que les activités artistiques sont déterminantes pour notre épanouissement depuis notre conception à l'âge avancé et devraient même être généralisées aux côtés des protocoles thérapeutiques en milieu hospitalier, dans l'éducation, mais aussi dans la vie de tous les jours pour améliorer notre bien-être. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez sur le slide, dispatch, si vous voulez, divise ou définit 5 catégories. Quand on parle de l'art, on parle de l'art visuel plastique ou de l'art de la scène, de la culture, donc tout ce qui est musée, festival, l'art numérique et la littérature. Et elle affirme aussi que les arts seront un outil de premier ordre pour aider à la reconstruction de notre santé mentale après une crise, par exemple. Et pourtant, cette piste médicale est largement sous-exploitée aujourd'hui, même si, et vous allez voir, les choses avancent, bien heureusement, vers une reconnaissance institutionnelle de plus en plus. Alors un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. J'ai bien aimé cette phrase de cet écrivain de langue française, comme il se définit lui-même, Clésio. Alors l'art-thérapie comme soin de support s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire et dans un protocole de soins individualisés. Quand je dis soins individualisés, on parle des indications, des observations, d'un projet, des stratégies thérapeutiques, d'une évaluation, et aussi dans le champ du développement personnel. Et là, on parle plus de l'art coaching. Et là, l'art-thérapie, comme vous voyez, je vous ai dessiné donc, les 3 domaines, les 3 cercles. L'art-thérapie est une méthode qui permet d'exprimer ses ressentis autrement qu'avec la parole, autrement qu'avec les mots. Donc, c'est un outil de soin basé sur l'expression autre que la parole, qui est par exemple le cas pour la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie. Donc, l'art-thérapie, elle consiste à utiliser l'art comme processus thérapeutique et plus précisément, ses capacités créatrices, sans pour autant être dans le but de création d'une œuvre artistique. Donc, l'art-thérapie, elle se distingue de la psychothérapie à support artistique, de l'atelier d'art ou de l'animation artistique, même s'il y a de nombreux champs communs avec ces domaines. Alors, là, je passe le mot à Ludo pour un petit jeu. Allons-y, allons-y. Alors, je rappelle que vous avez le protocole de connexion. Voilà, Véro. Alain qui arrive, on va démarrer tout de suite. Donc, prenez bien l'habitude de flasher le QR code ici ou alors de suivre le protocole qui est normalement affiché, j'espère que vous le voyez tous, dans le chat. On prend bien le temps, c'est la première question à vos téléphones. De toute façon, si vous ne jouez pas, vous verrez quand même les questions. On y va, on a Véro et Alain qui sont dans le game. C'est parti. Le caout va démarrer. N'hésitez pas, si vous ne voyez pas mon écran, me le dire. Normalement, c'est OK. 3, 2, 1. C'est parti. Vrai ou faux? L'art-thérapie implique forcément la création d'un objet artistique. À vos téléphones. Eh bien, dis donc, vous avez été très rapide. Je n'ai même pas eu le temps d'activer le son, dites-moi. C'est très partagé. Alors, Vlada, tu peux donc nous confirmer que la réponse est faux? Alors, je partage mon écran. Alors, attends 2 minutes parce que tu peux partager ton écran. Je vais quand même afficher les résultats pour montrer que Véro a bien répondu et je te rends le partage. Voilà. L'art-thérapie implique forcément la création d'un objet artistique. C'est faux. Là, on parle plus d'un atelier d'art ou d'animation
en art-thérapie, non, il ne s'agit surtout pas de créer des objets artistiques. Voilà, et on continue. Quel est l'impact de l'art sur le psychique? Donc, quand on regarde une œuvre artistique, on vit une expérience très personnelle. Au-delà des questions esthétiques, on va tous vivre une activité cérébrale très intense. Donc, l'art apaise, l'art réduit le niveau de stress. Les images et donc l'imagination aident à résoudre des problèmes, à relâcher des tensions émotionnelles, à se rétablir à la suite d'un traumatisme ou d'une perte. Donc, on peut dire que l'art libère notre potentiel. L'art développe notre capacité à nous interroger, notre ouverture d'esprit. Et l'art nous aide à nous déconnecter de notre quotidien et parfois même de nous faire quitter le mode rationnel ou réel. Donc, l'art ouvre le champ des possibles. Pensez à vos voyages à l'étranger, où l'on peut vivre parfois même un choc culturel ou un choc émotionnel, des sensations souvent très fortes. Donc l'art nous propose ce regard neuf, une nouvelle perspective, comme une invitation à modifier notre façon de voir et de vivre le monde. Et oui, l'art fait vivre notre curiosité et notre créativité. L'art nous donne cette possibilité d'explorer des territoires inconnus, de voyager dans le passé à travers l'histoire ou même dans le futur. Et vous avez peut-être entendu parler du syndrome de Stendhal. Je vous invite à écrire ou à laisser des petits messages oui ou non ou, dans le chat box. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, syndrome de Stendhal? C'est très intéressant parce que c'est en 1817, dans son récit autobiographique, Rome, Naples et Florence, que l'écrivain français, oui. Ah non, il y a des gens qui n'ont pas entendu. Alors, sachez que c'est en 1817, dans son récit autobiographique qui s'appelle Rome, Naples et Florence, l'écrivain français Stendhal relate une expérience hors du commun qu'il a vécue à Florence, et plus précisément lors de sa visite de la basilique Santa Croce. Donc, je vais le citer. J'étais arrivée à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi. Je marchais avec la crainte de tomber, écrit-il. Et sachez seulement en 1989, un psychiatre italienne qui s'appelait Graziella Maggieri, qui a fait des recherches pour caractériser ce syndrome. Donc, elle observe et décrit plus de 100 cas similaires parmi des touristes en visite dans ce berceau de la Renaissance et relate ses conclusions dans un livre où elle dit que nous sommes tous porteurs du syndrome de Stendhal et que ce phénomène reste pour la plupart d'entre nous diffus, mais que dans certaines conditions d'intimité, une œuvre d'art fonctionne pour celui qui la regarde comme le symbole d'un drame intérieur. Donc, certains voyageurs et amateurs d'art peuvent éprouver une émotivité démesurée face à des créations artistiques. Donc, ça, c'est un trouble psychosomatique qui est appelé syndrome de Stendhal ou aussi syndrome de Florence. Et ce syndrome comprendrait des vertiges, des troubles respiratoires ou même des hallucinations. Pour vous dire que l'art produit des vrais effets sur notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde une œuvre d'art? Quand on regarde une œuvre d'art, il y a 3 processus bien distincts. Il y a tout d'abord ce que l'œuvre représente. Donc, c'est un lien avec nos connaissances intellectuelles à ce sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder de la même manière un Picasso et l'œuvre d'un inconnu, par exemple. Ensuite, il y a une expérience perceptive. On sait que notre cerveau aime la symétrie et ce n'est pas pour rien que les jardins de le nôtre sont parfaitement symétriques. Ou bien les peintures de Renaissance, on voit cette symétrie parfaite et ça, c'est pour flatter notre amour de la symétrie. Et puis, bien sûr, il y a, en plus de tout ça, il y a aussi les émotions qui vont être générées par l'œuvre d'art qu'on est en train de regarder.
en programmation neurolinguistique, par exemple, en PNL, ce que je me dis va influencer mon comportement. Donc, ce que je fais, ce que je vais faire ou pas faire. Et cela va me procurer un sentiment ou une émotion. Donc, vous avez sur le slide la structure, ça s'appelle la structure de l'expérience subjective humaine. Et ces états interagissent constamment entre eux. Donc, je vois quelque chose, je ressens un plaisir car j'estime cela beau, alors je vais prendre une décision, par exemple, de prendre des cours ou faire de l'art-thérapie car cela me fait du bien. Donc, 10 secondes, je vous invite à écrire dans le chat box tout ce qui vient, tout ce qui vous passe par l'esprit en regardant cette image. On fait un petit expériment. Allez, c'est parti. Comment trouvez-vous cette image? Tout ce qui vous passe par l'esprit. Menteuse, tendre, blancheur. Encore. Apaisante. Oui. Alors, savez-vous ce qui se passe dans les 10 secondes ou les 20 secondes? Jolie, équilibrée, cohérente. Alors, merci. Alors, voyez-vous, dans les 10 ou 20 secondes qui suivent la fixation de l'œuvre, on aura un jugement. On aura un jugement qui se ferait, et si on suit l'activité du cerveau, à ce moment-là, on voit qu'on commence par le regard. On regarde l'œuvre, donc c'est le lobe occipital qui s'active, et puis on analyse, c'est le lobe pariétal que vous voyez sur l'image. Et là, il y a une activité dans le lobe frontal aussi pour juger l'œuvre. Donc, il y a des zones dans le cortex aussi préfrontal qui ne s'activent que si on trouve l'œuvre belle. L'art travaille nos fonctions cognitives. Donc, en observant une œuvre d'art, on stimule différentes zones du cerveau, et notamment la région du cerveau responsable de la compréhension visuelle et la reconnaissance d'objets. On va essayer de comprendre, de trouver un sens. Et cette recherche de sens provoque une activité cérébrale très intense. L'art va avoir une influence sur la plasticité cérébrale. Donc, l'art peut produire une émotion extrêmement forte. L'augmentation du flux sanguin aussi est proportionnelle à l'appréciation du tableau. Ça, je trouve ça très intéressant. Lorsque vous regardez un tableau que vous trouverez beau, cela augmente le flux sanguin de 10%. Donc, à titre de comparaison, c'est ce qu'on ressent quand on est face à une personne que l'on aime. Alors, je repasse le mot à Ludo pour le petit jeu. Allons-y, allons-y. Alors, je vais repartir du tableau des scores. Jean-Marc nous a rejoint dans la partie et il est temps maintenant de checker vos téléphones pour la prochaine question. On y va tout de suite. C'est un quiz. Dans les 10 secondes qui suivent la fixation de l'œuvre, le lobe occipital s'active, le cortex préfrontal inhibe l'émotion, le flux sanguin augmente, il y a une activité dans le lobe pariétal et frontal. Allez-y, 6 secondes. Vous avez été relativement rapide et c'est très partagé. Alors, vous voyez la bonne réponse qui vient de s'afficher. On va regarder les scores tout de suite. Eh bien, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé apparemment. Alors, est-ce qu'ils ont bien répondu? Je vais te redonner la main. Quelle était la bonne réponse, Vlada? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Tout à fait. Bon. Alors, lobe occipital s'active, on avait dit oui, c'est vrai. Le flux sanguin augmente, oui, de 10%. Si on trouve l'œuvre belle, il y a une activité dans le lobe pariétal et frontal, oui, et le cortex préfrontal inhibe l'émotion. Ben non, la dernière phrase est fausse. Voilà. Qui c'est qui a répondu correctement? Oh, on va le savoir tout à l'heure. On analysera à la fin de ta conférence pour voir ça. D'accord, très bien. OK, on passe au slide suivant. Si mon ordinateur veut bien. Oui. Alors,
Donc, on avait parlé beaucoup de la peinture, mais sachez que l'art, comme je vous l'ai dit au début, n'est pas que de la peinture, c'est aussi évidemment la danse, la musique. Ici, par exemple, vous voyez comment tout le corps s'active, même quand on ne danse pas. Et juste en écoutant de la musique, toutes les zones du cerveau se mobilisent. Alors, le cocktail biochimique extraordinaire qui se passe dans notre corps, et ça, de plus en plus d'études le démontrent, le contact avec les œuvres d'art a un réel impact sur l'état de santé psychique et mentale de la population. Donc, les gens ont tendance à penser que ce n'est efficace que pour les problèmes de santé mentale, mais c'est aussi efficace pour les patients diabétiques, pour les patients en soins palliatifs et pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc oui, l'art provoque des réactions chimiques dans notre cerveau. On peut considérer qu'il agit presque comme un médicament car ces hormones jouent un rôle essentiel dans notre organisme. Alors, connaissez-vous la dopamine? La dopamine qui est en fait l'hormone de la joie de vivre. La dopamine, par exemple, elle est impliquée dans la motricité. C'est cette substance qui manque aux personnes atteintes de Parkinson. Elle agit aussi directement sur la partie de notre cerveau qui gère l'élan vital, notre envie de vivre. Et ça peut être un portrait, un paysage, une nature morte, peu importe. Le simple fait de prendre plaisir de regarder une œuvre d'art va déclencher la dopamine. C'est l'hormone du bien-être et du plaisir. Ensuite, vous avez la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qu'on utilise quand on prend des antidépresseurs. Les visites au musée permettent aux patients diabétiques d'augmenter leur taux de sérotonine et de l'endorphine qui procure l'impression de bien-être. Et aussi de l'oxytocine qui est l'hormone de l'attachement et de l'amour. Et on va avoir aussi des effets sur la morphine endogène. Donc, vous voyez, c'est juste extraordinaire ce cocktail biochimique qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, quand on regarde, quand on interagit avec l'art. Alors, je repasse la main à Ludo pour un petit jeu. Très bien, ça a été rapide cette fois-ci. Alors, on y va, on repart, en espérant qu'Alain et Jean-Marc luttent pour la première place devant Véro. C'est parti à votre téléphone pour un nouveau vrai-faux. L'art provoque des réactions chimiques dans notre cerveau. Vrai, faux. Eh bien voilà, tout le monde a répondu, les 4 joueurs apparemment. On va donc tout de suite répondre à cette question avec Vlada. Je te rends la main, Vlada. On y va. Alors, cette fois-ci, c'était facile. Oui, évidemment, vous l'avez vu, l'art provoque des réactions chimiques dans notre cerveau, dans tout notre corps. Alors, on passe au slide suivant. Alors, que voyez-vous ici? Alors, encore un petit peu d'interaction avec vous tous dans le chat box. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que vous reconnaissez peut-être le peintre? Des formes colorées, oui. Effectivement, des carrés, des formes colorées. Quoi d'autre? Ça vous fait penser à quoi? Des formes géométriques. Géométrie, oui. Labyrinthe, intéressant, oui. Plan de maison, aussi possible. Très bien. Et là, on change un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce que cela vous évoque? Impressionniste, oui. Quoi d'autre? Il y a moins d'inspiration pour celui-là. Pas grand-chose. Plus vivant, ok. D'accord.
Canicule. Et voilà, oui, aussi. Très bien. Alors, ce qui est organique. Merci. Très bien. Alors, quand vous avez vu la peinture de Piet Mondrian, les carrés colorés, votre cerveau, il se dit, bah, qu'est-ce que c'est? C'est comme une équation mathématique. Vous essayez de comprendre ce paradoxe visuel. C'est comme tenter de résoudre une énigme. Quelqu'un a écrit labyrinthe. C'est comme un labyrinthe. En fait. On essaie de trouver la réponse, trouver le sens. On se demande quel est le sens de ce dessin, de cette peinture. On va essayer de résoudre comme un puzzle les éléments de Mondrian. Et d'ailleurs, c'est pareil quand on regarde, par exemple, une œuvre de Picasso en cubisme. On va essayer de retrouver les formes, retrouver des visages, des objets qu'on connaît. Et aujourd'hui, les neurosciences permettent d'expliquer les circuits neuronaux sollicités lorsqu'on se trouve face à une œuvre d'art. Au contact avec une œuvre d'art, nous rentrons en résonance avec l'artiste qui a travaillé sur l'œuvre. Donc, quand on prend le temps de regarder un tableau, on pourrait de manière imaginaire se placer à l'intérieur et revivre les émotions, les sensations de la scène. Si par exemple, vous regardez un tableau représentant un soleil flamboyant, quelqu'un a écrit canicule, vous pouvez peut-être ressentir même la chaleur sur votre peau, ou ressentir la douleur, la détresse si c'est un tableau triste. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Grâce à nos neurones miroirs, notre cerveau essaie de deviner l'intention de l'artiste. On se met à sa place, même s'il est mort depuis des siècles. Alors, on sait aussi que quand on voit une œuvre d'art, par exemple, si on voit la Joconde, notre cerveau fonctionne comme si on était réellement face à Mona Lisa, comme si on était en train de discuter avec elle. Et curieusement, les œuvres d'art qui ne sont pas des entités biologiques sont perçues par notre cerveau comme si c'était une personne vivante. Et cela développe notre empathie. Donc, si l'œuvre plaît au spectateur, son stress diminue, car sa production de cortisol, qui est l'hormone dite du stress, ralentit. Le corps se détend, les émotions positives se répandent, et donc c'est un cerveau en mouvement. Grâce au dessin et à la peinture, les deux hémisphères du cerveau sont stimulés, le gauche comme le droit. Donc, vous savez peut-être l'hémisphère gauche représente le côté logique, rationnel, tandis que l'hémisphère droit est en lien avec la créativité et avec nos émotions. Donc, on parle aussi de l'intelligence émotionnelle, parce que les émotions sont une part très importante de notre créativité. Et avec la peinture, nous laissons les émotions nous traverser et nous ressentons du bonheur, de l'amour, de l'empathie, de la paix. Donc, il s'agit de donner des ailes à notre imagination et de la laisser s'envoler pour que nos pensées les plus profondes respirent également. Alors, on peut dire que la relaxation que l'on obtient grâce à la peinture aide à obtenir une harmonie entre le cœur et l'esprit. Alors, souvent, j'entends lors des séances d'art-thérapie et d'ateliers, je ne suis pas créative, je n'ai pas de talent, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne suis pas quelqu'un de créatif. Mais qu'est-ce que c'est que la créativité? Et une des meilleures définitions de la créativité, je trouve, est celle que nous offre l'essayiste Richard Luc, qui dit que la créativité est un véhicule, c'est un mécanisme exceptionnel capable de nous aider non seulement à restructurer la douleur, à canaliser la souffrance. Donc, en fait, que feriez-vous sans la créativité faisant face à toutes sortes de problèmes dans la vie? Sans la créativité, il n'y a pas de solution. Et ça, on travaille beaucoup en hypnose, par exemple. L'hypnose joue un rôle primordial dans l'imagination est super importante dans l'hypnose, dans la guérison, car le mental, il ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu réellement et ce qui a été imaginé. Alors, on va jouer et demander notre partie créative en hypnose de jouer le jeu pour nous et pas contre nous.
car les histoires que l'on se raconte ou qui nous ont été racontées, ce sont des histoires. La réalité, elle est autre pour chaque personnage de la scène vécue. Donc, nous, on a le choix. On va choisir l'histoire dans laquelle on va croire. Là, par exemple, j'ai un verre à moitié. La réalité, c'est que c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Mais nous, on a le choix de croire s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, on va le faire aussi avec l'aide de l'imagination. Et les thérapies expressives comme la peinture, l'écriture, la composition sont également une façon de nous retrouver avec nous-mêmes pour prendre soin de nous et retrouver l'équilibre émotionnel. Et la douleur trouve dans l'art ce refuge très cathartique souvent, un endroit où la personne peut se retrouver, prendre soin d'elle. Et vous l'avez vu à travers l'histoire de l'art, que l'art est comme un refuge et canalisateur de la souffrance. L'expression a été utilisée pour tous ceux qui, de leur mal-être, ont fait le sel de leur créativité. On dit les artistes maudits, quand on parle de Modigliani et de Gauguin, de Rimbaud, Baudelaire, Bukowski. Vincent Van Gogh est probablement l'archétype de l'artiste maudit, pauvre, asocial, dépressif, suicidaire, colérique, fou. Mais vous avez aussi Frida Kahlo, Pollock, Modigliani, comme je disais, et plein d'autres. Donc la créativité est un véhicule, c'est un mécanisme exceptionnel capable de nous aider à restructurer la douleur, à canaliser la souffrance. Et pour ça, je vais vous montrer quelques exemples de l'histoire de l'art. Là, vous voyez Albrecht Dürer, le peintre et graveur allemand, qui avait choisi de faire un dessin pour informer son médecin de l'endroit où il souffrait. Donc, il avait en outre écrit ses instructions directement sur la feuille, en montrant même précisément l'endroit de sa douleur par l'intermédiaire de son dessin. Donc, il était déjà quelque part sur la voie de la guérison. Donc oui, décrire sa souffrance, la raconter, la chanter, la dessiner, la danser, vous permettra, quel que soit votre moyen d'expression, de mieux la cerner, de lui imposer des limites, de lui donner un nom, et ça vous aidera à l'atténuer. Vous pouvez essayer, même dès aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait en programmation neurolinguistique aussi. Voir vos souffrances dans une œuvre d'art, c'est déjà créer une distance par rapport à elle. Donc, c'est déjà un pas vers la guérison. Je vous montre un autre exemple, Frida Kahlo, bien évidemment, quand la douleur devient une force. Quand elle était jeune, elle apprend à 6 ans être atteinte d'une poliomyélite. En 1925, elle est victime d'un accident de bus, un grave accident, avec plusieurs mois et années d'hospitalisation, une trentaine d'opérations chirurgicales. Et si jeune et déjà si affaiblie physiquement, Frida tente alors de s'évader en s'adonnant à la peinture. Elle est représentée l'intensité du réel, de sa réalité plutôt, avec ses joies et ici surtout ses peines. Et c'est alors que sa douleur devint sa force pour incarner cet artiste libre, détaché des nombreux tabous de son temps. Je vais la citer. « Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. » Ou encore, « Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. » Voilà. Frida Kahlo, aussi, vous avez une image. C'est d'ailleurs pendant sa longue période d'alitement qu'elle peint la plupart de ses autoportraits, caractéristiques de l'artiste, grâce au miroir fixé au-dessus de son lit. Vous avez bien évidemment aussi Edvard Munch, l'artiste expressionniste qui était tourmenté et hanté par la mort, la maladie, la souffrance. Il éprouve dès son plus jeune âge, il porte une enfance très difficile. Et cette toile, d'où sa puissance perturbante,
serait peut-être l'incarnation de son mal-être. Il souffre de dépression nerveuse, d'hallucinations. En fait, depuis sa naissance, Edvard Munch connaissait la souffrance. Il a perdu très jeune sa mère bien-aimée, puis sa sœur qu'il aimait tant, et enfin aussi son père et son frère, tandis que la seule sœur encore en vie souffrait d'une maladie mentale. Et le peintre lui-même a commencé bientôt à faire face à divers névroses et états confusionnels qui l'ont poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. Et ses œuvres montrent souvent sa souffrance, ses tournements intérieurs et sa lutte continue. Mais le cri, cette peinture, est peut-être la plus haute expression de l'artiste, dans laquelle vous voyez clairement la terreur, la confusion, les émotions. Et comme il l'a dit lui-même, le tableau représente toute la condition de l'homme moderne: angoisse, solitude, incommunicabilité. Renoir, bien sûr, Renoir et son courage à travers la peinture. Tout le monde sait que Renoir était atteint de rhumatisme qui affectait plus particulièrement ses mains, reconnu sans ambiguïté de nos jours comme étant la manifestation essentielle de la polyarthrite chronique évolutive ou polyarthrite rhumatoïde. Les connaissances en fait, qu'on avait sur le sujet au 19e siècle laissaient les médecins face à un grand mystère. Et chez Renoir, peinture rime avec maladie. Il a du mal à travailler car il souffre et il a du mal à réaliser nombreuses commandes de tableaux qu'on lui demande, mais on comprend et ses difficultés sont comprises. Je vais citer son fils. Et c'est dans cet état physique qui serait pour tous les autres hommes un enfer que Renoir va peindre ses plus magnifiques œuvres, dépassant ses œuvres de jeunesse et de maturité. Même plus que ça, non content de poursuivre sa peinture et en dépit de son état de santé, il veut encore aller plus loin et il se met même à la sculpture. Et pour Renoir, ce sont les yeux qui remplacent les doigts malades, qui sont inutilisables. Il dicte, il corrige les formes façonnées par des mains empruntées, en guillemets, à un élève de Mayol qui s'appelle Richard Guinaud. Et sur ces indications, il réalise un magnifique bronze que vous voyez sur le slide au milieu, la Vénus victorieuse. C'était son grand désir. Matisse aussi, bien sûr, Matisse, c'est la créativité qui s'adapte. Alors, ce qui est intéressant avec Matisse, c'est qu'à 20 ans, il a une crise d'appendicite qui le contraint à rester alité pendant de longues semaines, alors qu'il n'avait à l'époque aucun intérêt pour le monde de l'art. Il demande à ses parents une boîte de peinture pour passer le temps. Donc, comme ça, Matisse est né, Matisse le peintre, Matisse l'artiste, précurseur de la technique de la gouache découpée, parce qu'après, en fait, l'histoire de la gouache découpée commence après une lourde opération chirurgicale due à un cancer du côlon. Le peintre ne peut plus sortir de son lit, il ne peut plus peindre ou pratiquer des techniques qui demandent des diluants. Et c'est à ce moment-là où il invente la technique de la gouache découpée ou papier découpé. Et ce nouveau procédé donne naissance à ces derniers chefs-d'œuvre que vous voyez sur le slide: Jazz, La tristesse du roi, L'escargot. Vous avez aussi bien évidemment Van Gogh, que j'ai mentionné déjà, qui ne souffrait ni d'épilepsie ni de schizophrénie, mais plutôt probablement d'un trouble bipolaire, une maladie caractérisée par d'importants changements de l'humeur, où se succèdent des périodes de grande excitation, aussi de mélancolie profonde, entrecoupée de phases plus stables. Ce qu'on a appelé il y a quelques années encore la psychose maniaco-dépressive. Le peintre était en fait pleinement conscient de son instabilité mentale, une instabilité qui, excepté lors de ses crises, ne l'a toutefois jamais empêché de travailler. Au contraire, c'est avec une énergie créatrice incroyable et fertile que Van Gogh peint, même lorsqu'il est interné. L'envie d'exprimer ce qui le tourmente va en fait
débuté même sa carrière d'artiste à l'âge de 27 ans. Egon Schiele aussi, il intègre l'école des beaux-arts de Vienne à tout juste 16 ans et rencontre Gustav Klimt l'année suivante, qui va le prendre sous son aile. Mais Schiele, il rompt petit à petit avec son mentor pour peindre des toiles personnelles d'une profonde noirceur. Il exprime ses colères, ses tournements sexuels et son mal-être, quitte même à déplaire et à être accusé de pornographie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Egon Schiele et Adolf Hitler n'ont qu'un an de différence. Le premier est né en 1890, l'autre en 1889. Tous deux se rêvent artistes et se retrouvent sur le chemin de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Egon Schiele, nous l'avons vu, parviendra à y rentrer, mais pliera bagage rapidement, parce qu'il était profondément avant-gardiste. Il ne pouvait pas supporter les règles imposées par ses maîtres. Et Adolf Hitler, lui, sera plusieurs fois refusé au concours d'entrée de l'école. La seconde fois, il ne sera même pas autorisé à passer le concours d'entrée. Donc, bref, tout ce que Hitler cherchera à détruire quelques années plus tard, Schiele aura essayé de le mettre en lumière et s'en servira pour créer pulsion de vie, pulsion de mort, création, destruction, Eros, Thanatos, réunis une fois encore par un étrange lien presque imperceptible. Schiele percevra l'intérêt et la beauté au sens esthétique du terme dans cette apparente laideur, dans la maladie, dans l'ombre des instituts fermés cachés aux yeux du monde. Et nous voilà petit à petit vers l'art qui guérit, parce que l'art permet de laisser une trace de sa souffrance, mais aussi une trace existentielle. Si on remonte encore plus loin, à travers les rites sacrés, les représentations rupestres, on révèle l'utilisation du médium artistique comme volonté de témoignage. D'ailleurs, la représentation picturale apparaît avant même l'écriture et sert à la communication entre les hommes, l'art pariétal. Et c'est au cours du 19e siècle seulement que les pratiques artistiques entrent dans les hôpitaux ou les institutions psychiatriques, notamment grâce aux marquises de Sade, qui a conçu en collaboration des patients des pièces de théâtre thérapeutiques lors de son internement à la maison de Charenton. Alors, le recours à la création artistique s'insère alors progressivement dans le parcours de soins des patients. En France, par contre, il faudra attendre 1950 pour que les psychiatres réfléchissent la création comme un moyen de comprendre les maladies mentales, pour mieux les soigner. Les productions des patients sont dès lors envisagées et analysées comme le résultat d'un dérèglement ou l'expression d'un trouble. Donc attention ici, ce n'est pas encore de l'art-thérapie telle qu'on la pratique aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'analyse et d'interprétation. Voilà, donc après en 1945, Jean Dubuffet va initier d'ailleurs le courant artistique qu'il va appeler art brut, qui regroupe les productions des personnes dites non-artistes, en particulier celles des patients hospitalisés, des personnes marginalisées, des prisonniers, des mystiques, des anarchistes. Et c'est Dubuffet qui organise plusieurs expositions des œuvres de sa collection. C'est entre 1947 et 1951. D'abord dans les sous-sols de la galerie Drouin, qui va devenir le foyer de l'art brut. Et puis le foyer devient ensuite la compagnie de l'art brut, dont les membres fondateurs sont Jean Dubuffet et André Breton. André Breton, que vous connaissez sûrement, poète et écrivain français, principal animateur et théoricien du surréalisme, qui commence à travailler en 1916 au centre de neuropsychiatrie à Saint-Dizier, où il découvre le monde de la folie. Il rejoint l'équipe d'un ancien assistant de Charcot
Et puis aussi au XXe siècle, plus tard, s'épanouit le mouvement de l'expression porté notamment par le psychologue américain Carl Rogers, connu aussi par son approche centrée sur le patient, dénommée en France méthode non directive. Donc, il affirme 3 attitudes qui doivent fonder la relation patient-thérapeute, qui est l'empathie, l'adaptation et le regard positif inconditionnel. Donc, la personne, elle est acceptée telle qu'elle est, ici et maintenant. Dans ces ateliers d'expression, il s'agit d'accueillir ce qui vient sans porter de jugement et sans que le travail sur la production soit encouragé. Et nous voilà, de l'art brut à l'art-thérapie aujourd'hui. L'art-thérapie, une méthode offrant de poser un nouveau regard sur le monde, redonnant vie et couleur à l'ensemble du tableau. Ces techniques faisant appel à la créativité pourront faire remonter à la surface ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été refoulé, sans jamais avoir été nommé. Parce que s'exprimer permet de libérer ce qui a été retenu jusqu'à être cristallisé en douleur. Les problèmes sont alors dédramatisés, transformés en jeu de couleurs, d'énergie, où chaque nuance teintera un reflet de la conscience. Donc, c'est un véritable dialogue qui va s'instaurer progressivement entre le peintre et sa toile, par exemple, qui va permettre le dépassement de ces résistances et de ces blocages, tout en débouchant, sinon poursuit l'investigation sur des prises de conscience permettant de découvrir une nouvelle manière de voir et de ressentir la chose. Et en PNL, d'ailleurs, en contemplant ces œuvres, on prendra l'habitude d'observer ces émotions avec distance. En programmation neurolinguistique, on parle de la dissociation, c'est-à-dire on va distinguer clairement et objectivement de ce que l'on pensait être soi. Donc, quand on dit « je suis quelqu'un d'anxieux », je m'attribue ça à mon identité. Mais en fait, non, je ressens de l'anxiété. Donc, on va se dissocier, on va comprendre en fait l'anxiété telle qu'on la voit à l'intérieur de nous. On va se dissocier et devenant extérieur, une colère, par exemple, exprimée sur la toile, ne présentera plus ce caractère menaçant directement notre intégrité, notre identité. Au contraire, elle prouvera qu'elle peut quitter le sujet pour être représentée. En art coaching, par exemple, comme en PNL, on va chercher la valeur, la fonction positive de la peur, par exemple, ou de la colère. On va lui donner une image, une forme pour mieux la comprendre, pour mieux l'accueillir. Et cette magie de l'instant donne des pistes pour un développement personnel plus approfondi. Donc, de manière plus générale, les troubles du comportement, les difficultés d'adaptation, les problèmes psychologiques liés au handicap sensoriel et physique pourront être mis en lumière par l'art-thérapie. L'art-thérapie aujourd'hui s'adresse vraiment à tout le monde. Elle n'est pas réservée aux personnes déficientes ou ayant vécu un traumatisme par le passé. Elle permet d'apprendre à se connaître, découvrir l'envers du décor, de se découvrir soi-même, d'élargir son point de vue. Donc, c'est une pratique de soins fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. Donc, parler, raconter son histoire, des événements douloureux, s'avère parfois être une tâche difficile parce que souvent les mots manquent ou tout simplement n'existent pas pour décrire quelque chose, un ressenti. Et le dessin apparaît ici comme une alternative. Le dessin, je dis le dessin, mais ça peut être aussi la danse, la musique ou toute forme de créativité qui va apparaître comme une alternative intéressante qui va soulager le patient de ces mots. Alors, quelle est la différence entre un atelier d'art et un atelier d'art-thérapie? L'art-thérapie se base sur la rencontre et surtout sur la relation thérapeutique. Et une relation thérapeutique est un cadre relationnel spécifique qui implique divers éléments.
comme par exemple la confidentialité de ce qui est dit, mais aussi l'accueil inconditionnel de la personne, sans jugement de valeur ou d'opinion. Donc, afin de mettre en place cette relation particulière thérapeutique avec le thérapeute qui vous accompagne et la personne accompagnée, il est nécessaire que l'art-thérapeute ait réalisé une formation certifiante en art-thérapie. Il ou elle doit également adhérer au code de déontologie des art-thérapeutes qui garantit le respect de ce cadre thérapeutique. Et puis, vous voyez sur l'écran plein d'autres différences entre l'atelier d'art et l'art-thérapie. Quand on parle d'un atelier d'art, on va plutôt avoir un but d'apprentissage d'une technique artistique. On va vouloir créer un objet artistique, parce qu'en art-thérapie, c'est encadré par un art-thérapeute certifié. Les participants sont reliés par une relation thérapeutique et le but principal, c'est l'expression de soi. Ce n'est pas la création d'une œuvre. Donc, l'attention est portée sur le processus créatif. Alors, je passe la main à Ludo, du coup, pour le petit jeu. On y va, on va voir si vous avez été attentif. Je vais en profiter pour afficher le tableau des scores suite à la question précédente avec Véro qui maintient son avance sur Alain et Jean-Marc. On y va à vos téléphones pour le quiz. Avec réponse multiple, faites attention en art-thérapie. Le but principal est l'expression de soi. L'animateur doit être un artisan. L'attention est portée sur le processus créatif. Et enfin, l'œuvre d'art est évaluée en fin de production selon ses caractéristiques techniques. Je rajouterai ce dernier mot. Allez-y, attention, plusieurs possibilités. Réponse multiple. C'est terminé. Alors, on va laisser évidemment Vlada compléter ses réponses. Les bonnes réponses étaient l'animateur doit être un artisan et l'œuvre d'art est évaluée en fin de production selon ses caractéristiques techniques. Je te rends la main, Vlada. Et merci Ludo. Alors, le but principal est l'expression de soi, oui. L'attention est portée sur le processus créatif, oui. L'animateur doit être un artisan, surtout pas. Il peut, hein, s'il a suivi une formation en art-thérapie, mais il ne doit pas, il n'a pas l'obligation d'être un artisan ou un artiste. L'œuvre d'art est évaluée à la fin de production selon ses caractéristiques esthétiques, surtout pas en art-thérapie. Et on passe au slide suivant, vers la reconnaissance institutionnelle. Alors, l'art a des vertus thérapeutiques, vous l'avez vu, j'espère que je vous ai convaincu. Alors, sachez que le Musée des Beaux-Arts de Montréal a mis en place une très belle initiative, un programme d'ordonnance muséale. Alors, c'est gratuit, c'est sous prescription médicale. Alors, si vous souffrez de maladies chroniques, comme le diabète par exemple, ou si vous êtes en soins palliatifs, votre médecin peut vous donner une prescription muséale. Et voilà, les hôpitaux sont de plus en plus nombreux de mettre en place des ateliers d'art-thérapie qui sont utilisés pour des diverses problématiques, autisme, addiction, troubles alimentaires, schizophrénie, anxiété, dépression, le cancer ou encore la maladie d'Alzheimer en cas de stress post-traumatique. Et comme je disais, l'art, ce n'est pas que de la peinture, on parle de l'art-thérapie. En art-thérapie, on parle du théâtre, de la danse-thérapie, la musicothérapie, la médiation théâtrale, d'ailleurs utilisée à des fins psychothérapeutiques, c'est offrir la possibilité aux patients de s'exprimer par l'intermédiaire d'un autre soi. C'est-à-dire dire une même phrase avec des émotions différentes, accepter le regard empathique de l'autre sur soi,
les effets bénéfiques de l'art théâtral sont avérés depuis même l'Antiquité. Aristote parle de la libération des passions du spectateur grâce aux acteurs, ce fameux catharsis. Il disait que cela nous permet de vivre les émotions des acteurs et donc peut-être de se purger de nos propres pulsions. Et là, je peux faire facilement le parallèle avec la technique des positions de perception en programmation neurolinguistique ou la négociation entre les parties. On va inviter les parties de nous comme autour d'une table ronde pour discuter. On va leur donner leur voix, on va leur donner ce temps à s'exprimer. Et là, à droite de ce slide, vous voyez Emmanuel Comte, qui en fait à 17 ans, lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Et c'est dans sa chambre d'hôpital qu'il découvre alors les vertus de sa flûte à bec. Donc, il joue depuis l'âge de 7 ans. Et comme la musique est sans frontières, les autres patients apprennent vite à apprécier sa musique. Et il devient alors, en guillemets, le troubadour de l'hôpital. Et puis, très intéressé par le sujet, son médecin supervise en 1996 à la clinique Jeanne d'Arc de Vichy une étude impliquant environ 200 malades. Et dans le groupe de contrôle, les patients bénéficiaient d'une anesthésie locale. Et dans le second, en plus de l'anesthésie, de la musique d'Emmanuel Comte, et d'un accompagnement parlé de type hypnose. Donc, qu'en pensez-vous? Dans le second groupe, ont été constatées une baisse significative de l'angoisse et de la douleur opératoire et une augmentation du confort. Même pensez à une musique liée à un événement important de votre vie. J'en suis sûre que vous avez des mélodies, des musiques qui vous parlent, qui vous font vivre quelque chose. Vivre le moment présent, mais aussi les souvenirs passés. Donc, par exemple, sachez que si vous écoutez un morceau que vous connaissez déjà, votre cerveau, en confirmant ses prédictions, active son système de récompense, ce qui influence sur notre joie de vivre et envie de vivre. Donc, la musique est comme une Madeleine de Proust, en quelque sorte. La mémoire visuelle qui est associée va ressortir des images, ce qui va créer évidemment des émotions qu'on va ressentir. Et faire de la musique avec les autres permet à nos cerveaux de se synchroniser. Et cette synchronisation change la relation sociale, l'empathie que l'on a avec l'autre. La personne nous paraît beaucoup plus sympathique et on rentre dans une relation de collaboration. Et la pratique de la musique va sculpter notre cerveau. Donc, si vous vous entraînez à jouer du violon, par exemple, pendant des semaines, alors que vous n'étiez pas du tout violoniste, vous allez modifier la région cérébrale qui gère les mouvements des doigts en quelques semaines. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les musiciens vont activer leur hémisphère gauche, car pour eux, la musique est devenue une langue, un langage, et les non-musiciens vont activer leurs hémisphères droits parce que pour eux, ce n'est pas du langage. Parce que l'hémisphère droit serait le lieu où le cerveau perçoit la notion d'espace, de la pensée, du rêve, de l'imagination, les couleurs, l'intuition, la synthèse. Et la musique aide au développement aussi du cerveau des grands prématurés. Donc là, en bas à droite, je vous ai mis la photo d'un prématuré. Aussi une recherche très intéressante. Donc, il s'agit de 3 pistes de 8 minutes composées spécialement pour les grands prématurés, ont permis un développement cérébral plus proche des enfants nés à terme, d'après une nouvelle étude suisse. Donc, si la très grande majorité des quelques 2500 prématurés, c'est-à-dire nés avant la fin du 6e mois de grossesse, nés chaque année en France, survivent de nos jours,
la moitié pourra présenter cependant des déficits neuronaux, notamment de l'apprentissage, de la concentration ou de la gestion des émotions. Et les réseaux neuronaux des enfants, ayant entendu la musique de ce compositeur qui s'appelle Andreas Vollenweider, se sont trouvés améliorés de manière significative. Donc, vous voyez, la musique, le rythme, les variations de mélodie sont un support très riche pour aider les personnes à sortir d'un pur exercice de motricité pour évoluer vers une expression de soi. Et là, pour ceux qui vont avoir les vidéos en replay, je vous invite vraiment à chercher cette vidéo sur YouTube, à cliquer sur le lien. C'est une vidéo bouleversante et très touchante. Dans les années 60, Marta González était une danseuse de ballet reconnue à New York, atteinte d'Alzheimer. Elle écoute le lac des cygnes de Tchaïkovski. Et grâce à l'association qui s'appelle La musique pour s'éveiller, elle retrouve des souvenirs infinis dans une vidéo tournée peu avant sa disparition. Une vidéo vraiment bouleversante et touchante que je vous invite à voir. Donc nous voilà, l'art-thérapie qui parle vraiment à tous. L'art-thérapie pour enfants, l'art-thérapie pour les adultes, l'art-thérapie en famille, l'art-thérapie en EHPAD, en hôpital, l'art-thérapie chez soi. C'est vraiment un outil magnifique d'accompagnement pour soulager l'angoisse, pour restaurer l'estime de soi, pour favoriser la concentration, pour procurer du bien-être, mais aussi développer sa créativité en toute situation. Alors, avant de finir, j'aimerais savoir, donc c'est un petit sondage, je vais passer quand même la main à Ludo. Allons-y, allons-y, on va réaliser ce petit sondage ensemble. On y va tout de suite à vos téléphones. Quel sujet voudriez-vous traiter lors de l'atelier d'art-thérapie? Allez-y, pour aider Vlada à préparer son atelier la semaine prochaine, le transgénérationnel, la confiance en soi, l'atteinte des objectifs, le lâcher-prise sur des événements passés. Vous pouvez aussi répondre dans le chat, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne jouent pas avec nous ce soir sur le téléphone. Alors, nous avons un 50-50, Vlada, la confiance en soi et le lâcher-prise sur des événements passés en termes de retour. Est-ce que dans le chat, voilà, on a Cédric qui a répondu également le lâcher-prise, donc du coup qui prend la tête, les objectifs, l'atteinte des objectifs pour Zina. Ok, ben on a du tout. Bon, ce que je vais essayer de faire pour la prochaine fois, donc la semaine prochaine, pour vous faire déguster encore en pratique l'art-thérapie et l'art-coaching. Ok, ben, je vous ai entendu. Je vais essayer de faire en sorte de vous proposer quelques techniques en art-coaching et en art-thérapie pour la confiance en soi, pour le lâcher-prise et pour les objectifs. Si j'ai bien compris, c'est les top 3 sujets choisis. C'est ça. Ok, très bien, ben, c'est noté. Alors, avant de te repasser la main, je vais simplement afficher le podium du jeu pour que l'on puisse checker un petit peu celles et ceux qui ont bien répondu suite aux questions que tu as posées. Eh bien, c'est une femme qui arrive en tête ce soir. Il me semble, si je ne me suis pas trompé, c'est Vérou. Elle récoltera donc 50 Itao. Je rappelle que c'est 50 Itao pour Vérou, 30 je crois, si je ne me trompe pas, pour Alain. Et Jean-Marc, 20 Itao. Vous les aurez sur vos comptes très très rapidement. Alors, juste avant de te rendre la main également, Vlada, on a ici un retour sur les questions qui ont posé quelques difficultés. Donc, tu peux éventuellement revenir dessus. Donc, en art-thérapie, voilà. Tu te souviens de la question et des réponses. Et on peut voir qu'on a eu 4 réponses incorrectes sur cette question-là. Et également, dans les 10 secondes qui suivent la fixation de l'œuvre, c'était une question qui a posé quelques problèmes également. Donc, tu as ici les retours des différentes réponses. Donc, voilà, donc tu vois 0% de bonnes réponses sur ces 2 quiz-là. Il faudra revoir le replay, les amis. Alors,
J'arrête le partage, je te rends la main pour que tu puisses terminer. Merci Ludo. Alors, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon slide? Parfait. Yes. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé cet amalgame d'informations parce qu'il y a tellement de choses à vous dire, à vous partager. Et c'est vraiment un plaisir de partager des choses sur l'art-thérapie, sur l'art-coaching, sur la paix, sur la programmation neurolinguistique. Il y a tellement de choses à vous dire encore. Mais j'espère que dans une heure, j'ai essayé quand même de vous transmettre un petit peu plus de connaissances et d'intérêt vers l'art-thérapie et l'art-coaching. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser des questions ici ou directement sur la page Instagram qui est VO-therapy en anglais. Je vais vous répondre avec plaisir. Et puis voilà, il y a aussi le site web, page Instagram, page Facebook, page LinkedIn. Avec plaisir de faire votre connaissance et de répondre à toutes vos questions.